Eh bien, voilà. Ils sont tous là Ouais. Oui. Ah, quand même, ouais, il y en a quelques-unes. Mais, ouais, C'est barbu, hein. ouais. Je sais pas. Faudrait mesurer la longueur. Tu veux que j'y aille? Vas-y, est-ce que tu pourrais... Attends, ouais. Non, Bon. on avait... ouais, bon. Non, en fait, on va pas forcément faire des prélèvements pilosité Oh, sur tout le quoique. monde. On pourrait, hein, mais ça va prendre du temps. On n'a pas non plus tout le temps pour ça. En fait, ce qu'on voudrait dire, c'est... est-ce que vous avez l'impression que la tech est sexiste, raciste, validiste et tous ces trucs-là en east? Non, parce que c'est vrai que... Bon, en tout cas, tu es la seule personne avec des cheveux de couleur. Ouais. Et en plus, tu es une femme. Je suis hyper déçue. Bon, Oui. écoute, va falloir faire un bilan hormonal, là. Ouais. Alors, vous êtes relativement plus diversifié que dans certains autres amphis. Ouais. Je suis contente. C'est déjà de bien. femmes. Vous Voilà. avez fait un très bel effort. Bravo. Non, bon, on arrête de blaguer un peu. Alors voici donc Marie-Cécile Paccard. Et voici Goulven Champenois. Oui. Donc voilà, vous avez nos Twitter handles qui sont là-haut, donc MC Paccard et Goulvench, parce que Goulvench c'était déjà pris. C'est nous qui nous occupons de vous aujourd'hui. Et Donc au lieu voilà. de prélever des tests, des échantillons de poils, nous allons plutôt... On va quand même vous demander de lever les bras, enfin, au moins un en tout cas, surtout si vous n'en avez qu'un. Et on va vous dire des trucs, et quand ça ne s'applique pas à vous, eh ben, vous pourrez baisser le bras. Donc vous allez lever une main. Voilà, très bien, bravo, bel accord. Si vous êtes une femme, baissez la main. Ah, quelques-unes qui se baissent. Quelques-unes. Si vous avez des collègues femmes, vous pouvez baisser la main. Ah, pas mal quand même. Ouais, mais attendez, est-ce que ce sont des développeuses, enfin, des gens qui sont dans la production, ou est-ce que c'est la secrétaire ou RH. l'assistante de direction, les RH? Ah oui, les RH, il y en a plein. Il n'y a pas des mains qui se relèvent un peu? Non? Les? Comment? Product owner? Ouais, non, ça va. Ça va. Ça va encore. Ok, bon. Est-ce que vous avez des collègues noirs, maghrébins, hispaniques? Ouais, ah, il y en a qui il se frime. défendent quand même. Regardez-le, là, le sujet d'étude. Est-ce que vous avez des collègues handicapés? Est-ce que vous avez des personnes qui sont en fauteuil, qui sont sourdes, qui sont aveugles? Est-ce que vous avez des collègues qui ont des maladies chroniques? Il n'y a plus de main levée, quoi. Il n'y a plus de main levée. Ça y est, Voilà. on les a tous perdus. Eh ben voilà. C'est pas possible, quoi. C'est fou. Ouais, mince alors. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez, test comme ça, là, il faut relever la main du cou. C'est quoi l'endométriose? Qui sait ce que c'est l'endométriose? Non, mais non, baissez la main et levez la main que ceux qui savent. Ça a changé de système. Ok, bien. Est-ce que vous savez ce que c'est le syndrome d'Asperger? Ah, il y Ça en a va. quelques-uns. Ah, c'est bien. Et la fibromyalgie? Ah, quand même. Ça C'est va. pas les mêmes. Bon. Oui, ils sont 5. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ceux qui savent, est-ce que ça a changé votre perception de votre métier? Quelques-uns. C'est discret, hein. C'est très discret. En quoi la fibromyalgie change la perception de la tech? Ouais. Oh là là. Voilà. Grande question. C'est ce qu'on va essayer d'adresser. Puis alors là, à nouveau, instant anecdote. C'était l'an dernier, donc à Paris Web, on discutait lors d'une informelle et il y avait une oratrice qui nous disait moi je m'appelle Mi Lé, son prénom c'est Mi en 2 lettres et son nom de famille c'est Lé en 2 lettres. Et elle dit voilà ce que j'ai sur internet quasiment tous les jours. À chaque fois que je vais sur un site pour me créer un compte, on me dit votre nom n'est pas valide. Comment ça, mon nom n'est pas valide? Mes parents ont écrit ce nom-là, il y a plein de gens qui l'ont écrit, à l'école je me suis présenté comme ça, dans la vie je me présente comme ça, il n'y a jamais personne dans la rue qui m'a dit ton nom n'est pas valide. Corrige ton nom. Bah non, c'est mon nom. Non, c'est son nom, C'est fou, voilà, quoi. c'est le Hein? formulaire qui se trompe, c'est pas, Mais c'est tout c'est pas la rouge. personne. C'est tout rouge là-bas. Pourquoi? Bon, moins rigolo. Hein. Ça, c'est le formulaire d'inscription à Facebook, hein, avant-hier, pris le screenshot. Julien, on prend Julien. Il a Allez. 19 ans. Il s'appelle Julien, Il s'appelle Julien. Et pour l'instant, il s'appelle Julien. Il a 19 ans et il voudrait bien s'inscrire à un job dating sur Internet, sauf que le formulaire le force, clairement, à choisir son genre. Et donc, du coup, son genre, c'est soit femme, soit homme. Sauf que ce que le formulaire ne sait pas, c'est que Julien, il vient de se faire couper les vivres par ses parents parce que c'est un homme trans et qu'il a annoncé à ses parents qu'il allait entamer une transition. Et que du coup, le formulaire, il est sympa, il lui rappelle son petit traumatisme, voilà, et il le force à choisir un genre alors que Julien s'en serait bien passé, qu'il aurait plutôt voulu dire ne se prononce pas ou n'a pas envie de préciser.
sais pas si vous avez utilisé ça, si vous appréciez les moments où Facebook vous dit ouais, c'est chouette, c'est l'anniversaire de ton amitié avec un tel. Des ballons partout. Ah, c'est vachement bien, hein, ouais. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Eric Meyer, qui avait une petite fille qui avait un cancer, en fait, qui est morte à 6 ans, et ben Facebook, quelques mois plus tard, après le décès, lui a fait « Coucou, c'est super sympa, il y a 1 an pile, ta petite fille était là et tout. » Et Eric Meyer, il a fait « Non, mais je veux absolument pas voir ça. » En fait, le problème, c'est que là, dans l'histoire de Jenny, sa sœur est morte et puis Facebook lui fait « Ouais, c'est l'anniversaire de ton amitié avec ta sœur. Ouais, mais elle est morte dans un accident de bagnole il y a 3 mois, alors j'ai pas envie que tu me le dises. » Et ce genre de choses, l'algorithme, il peut pas le savoir. Il peut pas le savoir. Mais le problème, c'est... on s'est dit on allait faire une fonctionnalité sympa quand même. Ouais, c'est sympa. Des petits ballons. Pour des gens, ça marche. Mais en fait, là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire là ? Pourquoi on parle de tout ça ? Mais Goulvein, on est à codeur en scène. Ouais, codeur en scène, faut parler de code, quoi. Hein ? C'est quoi le rapport avec le code ? En fait, dans le code, vous faites plein de décisions. Des décisions d'architecture, des décisions... mais aussi des décisions inconscientes, des décisions dont vous n'êtes pas conscient, des décisions qui ont quand même des conséquences imprévues. Parce que par exemple, la personne qui a mis en place les ballons là, pour dire « ouais, c'est la fête de ton amitié », cette personne-là n'a pas envisagé, elle aurait peut-être pu quand même, elle n'a pas envisagé qu'il y avait des anniversaires dont on se passait totalement. Et en fait, c'est ça, c'est de l'UX. C'est de l'expérience utilisateur. Ce n'est pas de l'expérience utilisateur en mode on fait de la guérilla, on fait des tests, on fait des personas, tout ça, mais ça fait partie en fait de l'expérience utilisateur parce qu'il y a des vrais utilisateurs qui vont vivre une vraie expérience avec ce produit. Et les décisions que vous prenez, même les plus petites, ont une conséquence sur cette expérience. Ouais, voilà. Ça peut être un E, un S, ici ou là, mais c'est quand même une part importante, quoi. Quand on voit par exemple, je sais pas moi, voilà, dans ces fameux formulaires, quand on décide que oh non, c'est trop compliqué, oh là là, on va mettre un mot de passe qui fait que 8 caractères et 3 caractères spéciaux obligatoires et le sang d'une vierge, et ça a des conséquences sur l'expérience utilisateur. Vous allez énerver un paquet de monde. Bon, parfois on n'a pas trop le choix. Les formulations aussi, c'est pas mal de petites choses où, juste en choisissant un autre mot, vous pouvez changer la perception de l'application par... toute une frange ou toute une partie de la population. Mais Goulvein, mais c'est juste pour le fun, enfin, c'était sympa mes petits ballons, moi je trouvais ça cool, enfin. Ouais. Puis ça fait que les gens y reviennent sur Twitter, sur Facebook, etc. Ouais, en fait, vous savez pourquoi ils font ça ? En fait, si Twitter, Facebook vous demandent votre anniversaire, vous demandent plein de trucs comme ça, c'est pas seulement pour vous mettre des cotillons le jour de votre anniversaire ou vous permettre à vos amis de vous envoyer, d'organiser une fête à votre insu. C'est parce que ça qualifie leur base. Et la base qualifiée, elle voit 2 fois plus. Ça s'appelle une distraction. Ouais, une distraction, en règle. Bon, bref, c'est juste pour le fun, certainement. Il y a des fonctionnalités qui paraissent parfaitement inoffensives pour nous. Ouais. Pour nous, c'est inoffensif. Mais effectivement, pour d'autres personnes qui vivent d'autres choses que nous et dont on n'a pas forcément idée parce que, voilà, c'est pas inoffensif du tout. Ça s'appelle un biais cognitif, en fait, quand on croit que notre expérience est la même que pour tout le monde. On va faire un petit test. Attention, regardez bien l'image. Vous voyez quoi, là ? Un cœur, hein ? On est d'accord, c'est un cœur, hein ? C'est un cœur. Un cœur vaillant, rien d'impossible, tout ça. Non, mais c'est un nuage, en fait. Effectivement, c'est un nuage, c'est pas un cœur. Le nuage, il n'a pas choisi d'avoir une forme de cœur. Enfin, peut-être, moi, je ne lui ai pas demandé, mais normalement, non. Par contre, en fait, il y a plein de systèmes dans le cerveau, qu'on appelle les heuristiques, qui permettent de trouver en fait, du sens aux choses, de repérer est-ce que c'est une feuille ou est-ce que c'est un tigre. C'est vachement utile, ça, quand vous avez tout le temps le danger de vous faire bouffer par un tigre à dents de sabre. C'est vachement pratique de savoir faire la différence entre un rocher et un tigre. Et donc, le cerveau, il a intégré plein de ces systèmes-là, de ces heuristiques. Et grâce à ça, on a survécu au tigre à dents de sabre. D'ailleurs, il n'y en a plus un seul, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Créer Facebook, merci. Survivre pour créer Facebook, c'est quand même beau. Hein. Ouais. Bref, c'est le biais d'anthropomorphisme qui nous permet, entre autres, de reconnaître que dans un poivron, il y a un visage humain. Ah, c'est sympa. C'est relativement inoffensif quand même comme biais. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Ça,
On vous mettra tous les liens, les machins. Voilà, il y en a 175 en fait, de biais cognitifs qui ont été identifiés à ce jour. Ils sont documentés partout sur Wikipédia. Il y a ce fameux codex qui est magnifique. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref. Voilà. Ouais. Sympa. Bon. En fait, ces quatre, tous ces biais cognitifs ont été identifiés et sont rassemblés en 4 groupes. Parce qu'en fait, il y a 4 grands problèmes qu'on essaye de résoudre, enfin que notre cerveau essaie de résoudre. C'est trier l'information, trouver du sens aux choses, être efficace, être rapide, parce que, voilà, et puis mémoriser ce qui est important. Ouais. Donc, quand on veut mémoriser ce qui est important, par exemple, eh bien, on va enlever toutes les spécificités et on va se concentrer que sur les choses qui sont très générales. Ou alors, on va garder la chose la plus forte et la dernière chose. Dans une expérience, sur une course, vous allez vous souvenir de la course. Enfin, votre impression générale d'un marathon, ça va être le pire moment et la fin. Et si à la fin, il y a plein de gens qui vous sautent dessus, bah, le pire moment, il sera un petit peu atténué. Par contre, si à la fin, vous arrivez, vous cassez la gueule, votre marathon, vous n'en ferez plus jamais, quoi. Et c'est ce qu'on appelle le peak end. C'est vraiment important et ça sert, c'est utilisé notamment par les médecins pour changer la perception des gens sur les opérations. Il y a des opérations qui sont très douloureuses et juste en rallongeant en fait la durée de l'opération, en mettant un truc pas trop douloureux à la fin, mais plus long, eh ben, ça change la perception des gens. C'est un truc de fou. Hein. Oui. C'est l'heure de faire ta blague, Goulven. Oui, c'est l'heure de ma blague. En fait, il y a plein de trucs comme ça dans notre cerveau, hein, plein de biais cognitifs. En fait, notre cerveau, c'est une planche à billets. Voilà. Voilà. Bon, petite illustration. On a eu les fake news. Il y a plein de gens, et la théorie du complot aussi, où il y a plein de gens qui sont là. Ah, mais je suis sûr qu'il se passe ça, ils nous en parlent pas parce qu'ils veulent pas en parler. Mais en fait, c'est vrai. Et donc, ils vont sur Internet et ils trouvent le premier lien qui correspond à leurs idées, même s'il y en a qu'un parmi 1 milliard. Et ils disent, regardez, il y en a un qui en parle, c'est donc que c'est vrai. C'est exactement ce qui se passe aussi avec les stéréotypes de genre, ou de race, ou de n'importe quoi. Bah oui, hein, les filles... perpétué du coup. Voilà. En fait, les biais cognitifs, c'est bien sympa. Ça se transforme parfois en biais sociaux. Et puis ces biais sociaux, bah, ils sont sexistes, ils sont racistes, ils sont validistes, ils sont classistes. C'est horrible. En Angleterre, sur la chaîne Channel 4, il y a un programme, un documentaire qui s'appelle Benefit Streets, qui est allé étudier la population d'une rue de Birmingham, qui était bien connue pour que 90% de ses occupants demandent les allocations familiales. Voilà. Donc ils sont allés suivre ces gens, et bien sûr c'était plein de saloperies immondes, et ça renforçait plein de stéréotypes absolument dégoûtants sur les gens qui n'ont pas assez d'argent et qui n'ont pas de travail. C'est horrible. Alors ici, on a une photo, ça fait référence à Rosie la rivetteuse, célèbre. Qui a reconnu Ouais, elle fille. Excusez-moi, je m'emporte un peu. L'idée, c'était de me rappeler aussi, donc par exemple, il y a Julia Serrano qui a écrit sur la transidentité, et qui est en fait une femme trans, qui du coup a vécu en tant qu'homme et en tant que femme, et qui a vu les différences de traitement par la société, par les gens, etc. Et là, c'est super intéressant. Il y en a aussi, alors sans aller jusqu'à un changement de sexe, on a Martin Schneider. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, cette histoire. Il y a quelques mois, il s'est mis à recevoir des mails de clients, mais vraiment désagréables, à chaque fois qu'il disait on va faire ça. Et le client disait non, je pense que c'est pas vraiment la meilleure façon et tout. Et il était là, mais comment ça se fait là? Ça fait 2 semaines, j'arrive plus à bosser. Et il s'est rendu compte qu'il signait avec le nom de sa collègue Nicole, c'est ça? Ouais, et en fait, ils avaient inversé leur signature de mail. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte de ce que vivait sa collègue. Parce que lui, il écrivait la même chose, hein, c'était la même personne, et exactement. Ça passait comme une lettre à la poste. Donc ils ont fait l'expérience consciemment, et ils ont échangé leur signature pendant un temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? La productivité de sa collègue féminine a doublé quand elle signait en tant que Martin. Et lui, par contre, il s'en prenait plein la tronche. Voilà. C'est marrant, il y a des biais comme ça qui sont très ancrés. Pourquoi, à votre avis, tous les assistants personnels que j'aborde personnellement ont des voix féminines? Imaginez-vous Google Now qui vous répond « salut !» Eh bien, c'est simplement parce que on attend d'une femme, on attend d'une femme qu'elle soit douce et compréhensive et soumise quelque part. Donc, une voix de femme, c'est quand même plus sympa pour un produit numérique parce qu'au moins, il sera gentil. Tourne à droite. Pardon. Ouais.
sais pas si vous aviez vu passer ça aussi, l'image sur les... c'était Tristan Nitto qui avait tweeté ça. Il cherchait chercheuse en intelligence artificielle sur Google. Google lui dit « Mais non, tu cherches chercheur en intelligence artificielle. Il n'y a pas de chercheuse dans l'intelligence artificielle. » What? En fait, l'autocorrecteur de Google est persuadé que l'intelligence artificielle est un domaine de mecs. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est parce que les algorithmes, aussi intelligents qu'ils sont, et autant de prédictions on peut faire sur la performance des IA dans le futur qui vont soi-disant nous surpasser ou devenir sauvages, manque de peau, en fait ces IA se nourrissent des données qu'on popularise nous. Voilà. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas très longtemps, Google il y a eu un gros souci. Il y a des gens, en fait, qui identifient des images, des êtres humains, pas très bien payés, qui font ça un peu rapidement, malheureusement, qui identifient des images. Vous savez, quand il y a des captchas aussi et qu'on vous demande de remplir un mot, bah vous bossez pour eux, en fait. C'est le genre de truc que vous faites. Ah oui, ça c'est un chien. Ah oui, ça c'est une botte. À part que ces données qui sont très très mauvaises ont été récupérées par un algorithme qui a du coup identifié des personnes noires sur une photographie comme des gorilles. C'est juste pas possible. C'est horrible. Oui. Et voilà. En fait, les algorithmes absorbent les biais de la société, les biais cognitifs et tout ça. On vous le dit que tech est sexiste, vous ne croyez pas. Voilà, elle l'est. Bon. Ouais. Une petite illustration de la diversité dans la tech. Hein. Vous connaissez cette image? C'est un studio de jeux vidéo qui venait juste de lancer No Man's Sky, qui avait la première release de leur jeu vidéo. Ils ont posté cette image sur Twitter et... Bon, c'est bien blanc. Il n'y a pas vraiment de problème. Hein. Ils ont lancé leur jeu, ils ont sûrement eu des tas de gens qui étaient contents, etc. Il y a une autre équipe qui a lancé ce produit-là. C'est un matelas pour aller sur l'eau. Voilà. Ils ont eu un problème. Ils ont eu un problème quand même. Hein. Moi, je trouve ça sympa. En fait, ce matelas ressemble à une serviette hygiénique. Avec le sang bleu et tout, voilà. vous savez. Les femmes ont le sang bleu. Oh. Oui. Il aurait suffi une personne de sexe féminin juste une femme. Pour leur dire que non, c'est pas possible. On va changer les couleurs. Une personne. Ils n'ont pas fait cet effort-là. On teste pas. Ben non, on n'a pas fait cet effort. Il n'y avait personne de disponible. Tu sais bien, les femmes, c'est dur à trouver. Elles se planquent et tout. Oh là là. Merdeuse. Bon. Alors attention, l'image suivante va vous choquer. Faites attention. Ouais. Il y a plus de PDG qui s'appellent David que de PDG qui sont des femmes dans le monde. Est-ce que c'est normal pour vous? Voilà. Déjà, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Hein. Et est-ce que dans votre boîte, faites le travail, est-ce que dans votre boîte, il y a plus de gens qui s'appellent David ou Julien ou Nicolas, enfin un prénom qui est assez courant? Ouais. Voilà, prenez le nom le plus de Sébastien dans votre team et puis regardez s'il y a... Voilà. On en parlait avec quelqu'un hier, il nous disait ouais, non, ça marche avec les Thomas, ça marche avec les Nicolas, ça marche avec les Julien, on est 60. Bah oui, le problème c'est que la représentativité des gens qui sont, j'ai horreur de ça, mais issus de la diversité. Bref. Dans le monde, en fait, il y a la moitié d'hommes et la moitié de femmes, grosso modo. 3,38 milliards d'hommes et 3,18 de femmes, un truc dans le genre. Le problème, c'est que dans les dirigeants de pays, par exemple, il n'y a que 11% de femmes. Dans la tech? On les a perdus, quoi. Voilà. En Amérique, il y a 13% d'Afro-Américains, à peu près. Combien ils sont chez Google en pourcentage? Allez. 4%. Beaucoup moins visible. On est passé de un peu plus d'un dixième à moins d'un dixième largement. C'est pas normal. Je trouve ça un peu chaud. Bref. Alors, quand on lit tous ces trucs-là, on se dit, bah ouais, en fait, il y a un problème. Il y a un problème, puis moi, je me regarde, je suis désolé, je suis blanc, je suis barbu. Moi aussi, je suis blanche, je suis éduquée, je suis en bonne santé. Ouais. En fait, on fait partie du problème. Sauf que le truc, c'est que quand on devient conscient de ça, là, on peut faire un truc. C'est on peut choisir de faire partie de la solution. Et ça, c'est vachement fort. Et pour ça, ça paraît dur, mais en fait, on a tous un super pouvoir. Et avec ce super pouvoir... Ça, c'est encore un jeu de mots d'Oulven. Hein. On va rendre à César ce qui appartient à César. Bref. Ouais. En fait, vous allez pouvoir devenir des UX men et des UX women, voire des UX women et des UX men,
grâce à un truc qui s'appelle l'empathie. On l'a vendu sur l'appli de la Voilà, conférence. on est un peu tous équipés. Voilà. A priori, on est à peu près tous équipés d'empathie. Alors, non, il je crois s'avère, qu'il oui. il y a un certain nombre de personnes qui sont incapables d'empathie. Oui. C'est mal câblé dans leur cerveau. Oui. Charles Manson, je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. C'était une personne comme ça. Non, mais il y a vraiment des gens qui sont incapables de ça. Incapables d'imaginer que l'autre puisse ressentir des émotions. Instant rigolo, j'ai vu un tweet passer, vous avez sûrement dû le voir passer aussi, qui disait « Oh non, Charles Manson est mort, c'est dommage, Trump n'a pas pu le mettre dans son gouvernement avant qu'il meure. » Oh Padoumtch. Bon, Ouais. l'empathie, il y a plusieurs niveaux. Dans tous les cas qu'on vous a présentés juste avant, on est à peu près au niveau 1, c'est-à-dire on se projette, on ignore absolument l'altérité de qui que ce soit et on pense à sa place. C'est d'une violence sans nom. On dit comme ça. Une phase intermédiaire, l'identification, c'est un petit peu mieux, c'est pas non plus super cool parce que du coup vous vous confondez un peu avec l'autre aussi, mais l'empathie, c'est encore mieux, c'est le niveau final. Voilà, on ressent, on partage les émotions d'autrui, on arrive à se distancier de ses émotions, mais on y accède. Voilà, ça c'est cool. Ça s'entraîne. Oui. Et en fait, les problèmes qu'on a cités au début, c'est des problèmes qui auraient pu être résolus en utilisant de l'empathie et en diversifiant les équipes aussi. Après, ça ne veut pas dire avoir mal à la place de l'autre. Hein. Ça, c'est un autre problème. C'est l'identification. Bon. Ou le transfert. Ouais. Encore autre chose. Oula. Est-ce que vous connaissez le chant-signe? Oh là, non. Alors le chant-signe, en fait, c'est quand on prend une chanson et que quelqu'un va l'interpréter en langue des signes en même temps. Et c'est super chouette. Il y a une version de Zazie, Je suis un homme, qui est interprétée comme ça, vous la trouverez sur les internets, elle est vachement bien, c'est super impressionnant, parce qu'on finit par apprendre les signes, je suis un roi, un homme, une maison, etc. Comme ça va super vite, c'est super chouette, c'est vraiment rythmé, mais c'est visuel. Et voilà. Un jour, j'étais dans une soirée de poésie LSF, c'est-à-dire qu'il y avait des poétesses qui lisaient leurs textes, et à côté, des interprètes qui interprétaient en LSF. Et c'était super impressionnant. Et j'ai vraiment apprécié ça. Et puis, à l'entracte, je me suis retrouvé entouré de gens qui parlaient tous en LSF. Et moi, j'étais là, je veux parler à personne, en fait. J'ai passé une demi-heure à attendre, juste comme ça, à attendre que ça soit fini l'entracte et que je puisse aller me rasseoir. Je me suis senti mal parce que j'étais tout seul, en fait. J'étais dans un monde étranger. J'étais dans un monde qui ne me permettait pas de m'exprimer, tout simplement. Je ne pouvais rien dire aux gens, en fait. Ils ne m'auraient pas entendu. C'est marrant, tu t'es enfin mis à la place de quelqu'un qui était handicapé dans notre monde. J'ai vécu ça, en fait. J'ai vécu ce soir-là ce que ces gens-là vivent à peu près au quotidien. Et c'était une émotion très forte. Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé de lire un site en synthèse vocale, juste pour tester 10 minutes? Non, franchement, faites-le. Mettez la synthèse vocale et vous n'allez pas tenir 30 secondes. Il y a des gens qui vivent avec ça. Et la synthèse vocale x5, c'est-à-dire que vitesse x5 par rapport à la vitesse de lecture d'un humain, c'est absolument incompréhensible. C'est incroyable. Mais ces gens-là s'en servent. Voilà. Même chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lancer deux onglets de vidéo YouTube en même temps, puis vous avez le son qui démarre des deux en même temps? Ça, c'est ce que les gens qui ont des troubles de l'attention vivent en permanence. Quand il y a deux stimuli, à peu près 2 ou 3 ou plus, qu'il y a de la musique en même temps qu'une conversation, ils ne peuvent pas se concentrer. Et c'est un truc qui nous est complètement... nous, on est capable d'isoler parce qu'on n'a pas ce problème-là. Voilà, ces gens sont des super-héros, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour les intégrer un petit peu mieux dans ce qu'on fait? Écoutez les témoignages, en fait. Assistez à allez voir des spectacles de chant-signe, vous allez voir, c'est super intéressant. C'est vraiment bluffant, c'est une forme artistique qu'on ne connaît pas, quoi. Il y a eu aussi pas mal de trucs là récemment sur MeToo, le hashtag MeToo, où on découvrait en fait les effets du sexisme au quotidien dans la réalité pour énormément de femmes. Il y a eu pas mal de témoignages, il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte de choses qui se passaient sous leurs yeux en fait, mais qu'ils ignoraient. Combien d'entre vous connaissent le hashtag misogynoir? Voilà, le misogynoir, c'est une forme très spécifique de misogynie envers les femmes noires. C'est identifié, voilà. Ouais. Et les femmes blanches font partie du problème aussi. Voilà. Et c'est un truc, moi, si j'avais pas suivi des afro-femmes spécifiquement sur Twitter, je n'aurais pas... mon univers, regardez, voilà, on est tous... On a tendance à écouter les gens qui nous ressemblent et à recruter les gens qui nous ressemblent. Elon Musk, ce petit charlatan, lui, il suit aucune femme sur Twitter. Tranquillos, vraiment, mais tranquillos, quoi. Genre, le mec, il suit, je sais pas, une quinzaine de marques et puis que des hommes. Allez, la vision du monde, non mais vous imaginez, si tant est qu'il utilise son compte Twitter, mais bon, bref. Et c'est pas le seul. Le code, c'est la loi.
je ne sais pas si vous étiez sur Internet le 1er janvier 2001. 2000 1er janvier 2000. 1er janvier 2000. Ouais. C'était le premier texte publié en l'an 2000. Code is Law de Lawrence Lessig. Bah oui, parce qu'en fait, pour paraphraser le film, la loi, c'est nous. Ouais. La loi, c'est nous qui l'écrivons. Bah oui, quand on dit pour pouvoir entrer sur le site, il faut dire si vous êtes un homme ou une femme. Oui, c'est une loi, c'est quelque chose, c'est dans l'univers du site, c'est quelque chose qu'on a obligé. Et c'est ce qui veut dire, si vous n'êtes ni un homme ni une femme, ou si vous ne voulez pas le dire, ou si vous ne voulez pas utiliser votre vrai nom. On ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas inclus. La possibilité n'existe pas, on n'existe pas. On est nié, parce qu'en fait, le design, c'est quelque chose de politique. Alors, on est parti loin. J'y vais. J'adore. Mon idole, c'est un homme malheureusement, Mike Montero. Le problème, c'est qu'il gueule suffisamment fort pour justement puis il est très barbu. Mais pour le coup, c'est un vrai mégaphone à femme. Bref. Mais bon, il dit que le design est politique. Toute décision de design est politique, effectivement. Je sais plus. Je cite mon truc, mais encore en Angleterre, ils ont décidé que les allocations familiales, la demande d'allocation familiale ou d'allocation chômage se ferait uniquement en ligne. Et il y a une hotline au téléphone, mais elle est payante. Du coup, il faut soit que vous ayez un peu d'argent, soit que vous soyez sur Internet. Ça fait quand même 2 conditions qui sont vraiment difficiles à obtenir parfois pour des personnes dans une grande détresse. Imaginez, c'est une décision politique. Le design est politique. Le design, la façon dont les choses sont conçues, comme on disait, un formulaire qui ne mentionne que 2 genres, ou que 2 identités de genre, ça veut dire que ça laisse une bonne partie des autres choses de côté. Voilà. Ouais. Et alors, on peut, en tant que développeur, en tant que personne dans la tech qui est capable de dire oui, non, mais là, je pense que cette fonctionnalité, ça va être très compliqué. Ça peut être ça aussi, des fois. De dire non, survendre un peu le truc ou quoi. Concrètement, c'est aussi une manière de faire des choix politiques, de faire des choix de société, de faire en sorte que la société soit plus inclusive. Et comment on fait, Goulven? Comment on fait? Vraiment, ce que nous disait Thomas, c'est le support navigateur. Quand vous dites, alors là, on va être obligé d'arrêter le support de tel navigateur, ok, d'accord, on perd une partie de la population qui ne peut pas renouveler son parc informatique tous les 1 an. Ouais, mais tu comprends, les vieilles versions d'IE, quand même. Ah oui, IE 7. Bon. En même temps, ça nous fera moins de support informatique le week-end quand on rentrera chez nos grands-parents. Ouais. Mais, bon, là n'est pas le problème. Comment est-ce qu'on agit concrètement? Parce que quand même, là, depuis le début, on vous fait que vous citez des problèmes. Une première chose, c'est de tester avec d'autres personnes. Ce qu'on disait sur le coup de la serviette de plage hygiénique. Déjà, essayer, en fait, voir des gens qui ne sont pas comme nous. Donc, voilà. Par exemple, et leur poser la question. Ce fameux sèche-main. Oui. Vous êtes dans un aéroport et vous allez aux toilettes et vous voulez juste vous sécher les mains, tranquillou, et là, le truc, il marche pas. Pourquoi? Parce que votre peau est trop foncée pour le sensor qui a été réglé uniquement sur des mains gentilles de gentilshommes blancs. C'est dommage, ou de femmes blanches. C'est quand même bête, juste les mecs, ils ont juste obligé de tester, quoi. C'est encore une fois, c'est la même chose que la serviette hygiénique. Il aurait fallu une personne. Elle n'était pas là. Diversifier vos échantillons. Voilà. Ouais. Par exemple. Par exemple, donc il y a les distributeurs savons, mais il y a aussi tout simplement les formulations. Les gens, les femmes vont peut-être dire je pense que là, je ne me sens pas représentée par le texte. C'est tout simple. Ça va prendre 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour changer le texte et puis trouver une formulation plus inclusive. C'est pas un effort surhumain non plus. Le recrutement, du coup, parce qu'il va falloir que vous ayez des gens qui soient capables de vous faire ces retours, donc il va falloir recruter plus divers. Alors, un truc qui est important à savoir, c'est que les femmes ont tendance à ne postuler à une annonce que si elles se sentent complètement, si elles cochent absolument toutes les cases, quoi. Ça, c'est avéré, hein, c'est aux États-Unis, en France, en Europe, un peu partout. Voilà. Donc, si vous avez pas beaucoup de femmes qui postulent dans votre entreprise, c'est peut-être aussi parce que vous avez des annonces où vous demandez du HTML8 et du CSS 12. Oui, alors il y a peut-être quelques mecs qui vont dire « Non, mais en fait, non, j'ai fait du HTML12 le week-end, ouais, j'en ai vu en conférence. » Il y a toujours des gens comme ça qui vont arriver pour dire « Ouais, non, je suis capable d'apprendre. » Les femmes ont, disons, un vécu différent
à l'école, et qui fait qu'elles vont avoir tendance à moins oser ce genre de situation. Oui, tout à fait. Moins se valoriser. C'est un biais cognitif aussi. Hein. Voilà, on en est victime nous aussi. C'est pas, c'est comme ça. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Enfin bref, pour toutes les personnes qui sont mal représentées, mal valorisées dans la société, elles se croient juste un peu plus nulles, quoi. Alors là, on parle de discrimination positive pour établir l'équilibre. La discrimination positive, c'est pas forcément aller choisir une personne moins bonne à la place d'une personne bonne. C'est aussi, par exemple, sur les conférences. Plutôt que d'ouvrir un appel à orateurs et oratrices, c'est aussi d'aller chercher des oratrices, de leur dire « Vous avez un sujet qui m'intéresse, j'ai envie que vous proposiez un sujet. » Ça ne marche pas forcément à fond, mais c'est vraiment quelque chose à faire en fait. J'ai un avis polémique parce que moi je suis pour la discrimination positive, parce que je me dis, même si les personnes que vous recrutez, elles sont médiocres, c'est pas grave. Il faut laisser le choix et la possibilité aux personnes issues de classes et de choses qui sont moins représentées d'être médiocres elles aussi, parce qu'il y a tellement de pression sur nous que, bref. Débat à ouvrir après cette présentation. Voilà. Bref, voilà, ça c'est génial. Alors ça il me semble que on dirait que c'est Facebook. Je sais pas d'où j'ai trouvé ce machin. Là c'est déjà mieux quand même. Je préfère ne pas répondre. On peut choisir entre homme, femme, ne veut pas le dire ou préfère un autre terme. Quand même, c'est aussi bien, c'est à nous de dire à nos entreprises, à nos projets, à nos clients, quelle est la vraie pertinence de demander le genre de vos personnes autour de vos clients, de vos visiteurs, visiteuses. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Non. Je ne sais pas si vous utilisez ça, mais je sais qu'il y a pas mal de gens dans ma famille qui sont des couples d'un certain âge qui ont une adresse mail pour deux. Alors, homme ou femme, qu'est-ce que ça leur fait? C'est monsieur et madame sur l'adresse mail. Alors pourquoi il faudrait mettre un genre après? Non mais c'est vrai, il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans homme ou femme, juste parce qu'ils sont à deux sur le même compte. C'est même pas des transgenres ou des... C'est juste. Et quand bien même, la réalité, qu'est-ce que ça fait ce qu'il y a dans mon slip? Et vous avez déjà arrêté quelqu'un dans la rue et vous lui avez dit bonjour, t'as quoi dans le caleçon? Ah pardon, non mais parce que c'est juste pour savoir comment parler. Ça va changer ma façon de te parler? Sérieusement? Il y a des gens qui ont fait des choses bien. Déjà, ça commence vraiment. On parle de choses un peu. Oui, parce qu'on n'est jamais là où il faut. Enfin, il faut faire encore beaucoup d'efforts. Tout n'est pas fait. Mais effectivement, chez Slack, ils se sont rendus compte que le jour où ils ont ajouté un petit peu comme sur WhatsApp, le clavier Apple, des emojis avec des couleurs de peau différentes, ça a été la révolution. Les gens étaient ravis parce que enfin. Je sais pas, moi, c'est comme moi, j'ai les cheveux violets, j'aime bien utiliser le petit cœur violet, voilà, puis quand il change du bleu, je mets un petit cœur bleu, puis quand il... Bon, bref, mais quand vous êtes en permanence d'une couleur, et que si ma peau était verte, et que j'étais tout le temps en train de forcer d'utiliser un truc rouge... C'est pas agréable. Bref, les réactions étaient vraiment super positives, et c'est cool. Même chose pour la représentation des femmes. Wouh! Wonder Woman, Bon. Donc le film a été réalisé par une femme et voici là il y a une liste de réactions qu'elle a eues, qu'on lui a envoyées en fait. Une semaine après la sortie du film à peu près, il y avait des gamines dans tous les États-Unis qui étaient là. Je veux m'habiller en Wonder Woman pour aller à l'école, je veux faire ma fête d'anniversaire, tout le monde sera déguisé en Wonder Woman, etc., etc. Elles étaient toutes en train de se documenter sur toutes les super-héroïnes parce que tout d'un coup elles se rendaient compte qu'il pouvait y avoir des super-héroïnes. Tout d'un coup, elle pouvait se dire, ouais, non, les garçons, ils ont Batman, Spider-Man, ce que tu veux. Mais les petites filles, il n'y avait pas beaucoup de super-héroïnes. Ça, c'est ma préférée, celle-là. Voilà, il y a un petit garçon qui jette son papier de bonbons sur le sol. Il y a une petite fille qui arrive, qui fait « Tu fais pas ça, tu pollues pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'homme chez Wonder Woman. » Voilà, dans le monde de Wonder Woman. Ouais. C'est génial, c'est fantastique. C'est marrant, c'est fou, parce que quand les gens se retrouvent représentés, tout change pour eux. Enfin, quand bizarrement, vous n'apparaissez ni à la télé, ni dans les médias, ni dans les publicités, ni sur Internet, ni dans les banques de photos, le jour où vous apparaissez, c'est fantastique. Toutes les critiques qu'on peut émettre sur le film Wonder Woman, qui est relativement critiquable, moi j'étais comme une folle de voir une fille prendre cette place. Voilà. Et venir se battre et tout, et faire des trucs, et puis elle pinait des mecs. Je suis désolée, c'est trop cool, c'est génial. Bref, ça m'a fait plaisir. Alors,
Passons aux choses sérieuses. Voilà, c'est fini les bêtises. Est-ce que ça vous choque si on vous dit en français le féminin l'emporte? On a un choqué. Un est choqué. Qui est choqué? Deux choqués. En fait, c'est choquant de dire le masculin l'emporte. Pourquoi il y aurait un des sexes qui l'emporte sur l'autre? Enfin, c'est pas égalité, liberté, égalité, fraternité. Enfin, c'est quand même les valeurs de la France à la base. Pareil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Richelieu, il y avait, vous saviez, il y avait les femmes qui tenaient salon, et qui invitaient des gens, qui faisaient émerger des super idées, tout ça. Et puis, en fait, ça prenait un peu trop d'importance. Alors Richelieu, qui avait vraiment peur de cette influence politique des femmes en France, qui a fait « Non, en fait, on va changer la langue, comme ça, elles vont disparaître de la langue. » Et comme ça, ils vont disparaître de la politique. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que des mots comme poétesse ou autrice, qui étaient des mots absolument référencés, utilisés dans la langue française, ont tout bêtement disparu. Ouais. Parce que cet enfoiré de Richelieu a décidé que les femmes ne devaient pas être visibles. Les femmes et les pauvres aussi, il avait dit un truc dans le genre. Mais l'Académie française, elle n'existe pas depuis très longtemps. Quand je dis, est-ce que tu parles la langue de Molière? Ah, la langue de Molière. Molière, en fait, c'était avant ça. Ouais. Donc en fait, si vous parlez la langue de Molière, vous êtes obligé de faire l'accord de proximité. Là, celui-là. L'accord de proximité qui est utilisé aussi au Québec, c'est de dire les hommes et les femmes sont belles. C'est le nom qui est plus près de l'adjectif qui le remporte. Ça demande un petit peu Voilà, je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans un mail client, j'étais super fière de moi. Je me suis dit, je m'en fous s'ils trouvent que c'est une faute. Pour moi, c'est normal. Ouais. Il y a différentes choses. Alors, on parle de l'écriture inclusive. Moi, j'aime bien dire démasculinisation de la langue parce qu'elle a été masculinisée, simplement. Effectivement, on peut féminiser les noms de métiers, reprendre les vrais noms de métiers qui existent avant. Les formules épicènes, le langage épicène, c'est juste éviter de dire recherche développeur, développeuse ou développeur, c'est dire recherche personne qui s'est développée. Voilà, c'est nickel. Si vous êtes un chat, trop bien. Voilà, les formules englobantes, voilà, au lieu de dire les Français, on dit la population française. Voilà, c'est cool, c'est bien. Voilà, on double les Français, les Françaises. Bon, voilà. L'accord de proximité, on en a parlé. Ou sinon, il y a le fameux point médian qui fait tellement pleurer et crier, alors qu'en fait, avant, il y avait juste une parenthèse, ça marchait bien aussi. Là, on met un point, ça fait péter un câble. Bon, cherchons pas à comprendre. Juste le changement. Il faut absolument qu'on apprenne sur le handicap. Alors, le handicap, définition, un handicap, c'est juste une différence par rapport au contexte. C'est-à-dire que dans un contexte qui est adapté à vous, vous n'êtes pas handicapé. Donc c'est à nous, gens valides, d'adapter notre contexte pour que le plus de monde se sente valide dans un environnement qui correspond à ses besoins. Voilà, il faut qu'on parle aux concernés. Il ne faut pas limiter notre vision. Le handicap, ce n'est pas juste un handicap moteur avec des béquilles ou un fauteuil, c'est aussi des handicaps cognitifs, des handicaps... comme voilà, le trouble de l'attention, des choses comme ça. La dépression, c'est une maladie mentale. Voilà, on n'y pense jamais. Et il y a des handicaps qui sont situationnels. Aussi, oui. Par exemple, moi, je me suis occupé de ma fille pendant 1 an. J'ai appris à faire énormément de trucs avec une seule main. Déboucher une bouteille et la reboucher. Wow. Préparer les biberons, tout ça. C'est vachement dur, mais on s'y fait. Mais il y a plein de trucs. Par exemple, taper au clavier, je tape vachement plus vite à 2 mains qu'à une. Les hommes seraient donc multitâches. Pardon, excusez-moi. Un petit mot sur les personas, parce qu'on parle quand même du X, on vous parle de petits tests, de choses comme ça, enfin, l'expérience utilisateur de manière générale. On utilise beaucoup de personas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé des personas ou qui les utilisent au quotidien? On a quelques-uns, vous n'êtes pas beaucoup. Est-ce que vous savez ce que c'est que des personas? Vous avez besoin d'une définition. Ça va? Bon, ça va, bien. Bon, on nous a menti clairement. Alors, bon, on s'est rendu compte que... Ah, pardon, oui. Ah oui, c'était un oui. Oui, une définition. Un personnage, c'est un stéréotype, du coup. En tout cas, c'est un personnage. C'est une façon de représenter quelqu'un ou un groupe de personnes d'une manière relativement schématique pour qu'on puisse l'appliquer dans un test, qu'on puisse... En fait, pendant la définition d'un produit, on va dire, alors nos clients, parmi nos clients, il y a ces 3 ou 4 personnes un peu caractéristiques. Voilà, on va avoir un client d'un certain âge, on va avoir un client plus jeune, on va essayer de délimiter plus ou moins la démographie des clients du produit. Et très souvent, en fait, les personas, ça devient vite des caricatures. On a
une femme jeune qui est secrétaire et qui voilà. Qui aime le rose et qui aime le rose. Bon, voilà, on a un directeur qui n'aime pas trop s'occuper des trucs sur l'ordinateur. Il est vieux, il a les cheveux blancs, il est blanc aussi, il est riche. Ouais. Bref, le problème des personas, en fait, c'est pas tellement que ce sont des personas, c'est que le fait de leur donner un visage, souvent on leur met une petite photo, on y va vachement dans les détails démographiques, c'est que ça cache la véritable utilité de la chose. Quand on met des petits détails comme ça, les gens vont tout de suite s'attacher aux détails. Ils vont dire « Ah oui, il y a eu un cas relaté dans le fantastique bouquin Technically Wrong qu'on va vous recommander à la fin. Bah oui, forcément, ils avaient mis une femme noire qui était directrice PDG. Il y a un client qui a dit « Bah non, ça c'est pas réaliste. » Eh ben ouais, c'est pas réaliste. En fait, on voudrait juste s'atteler à savoir ce que cette personne pense par rapport à notre produit. On s'en fout en fait si elle est réaliste ou pas. C'est juste, on veut s'atteler à ses émotions. C'est le principe d'un persona en design. Ah mais non, là, très bien. Change le persona. Du coup, ils mettent la photo de la femme ailleurs sur voilà une femme qui travaille à temps partiel. Eh ben le client il est revenu, il a fait non mais non, ça fait pas beau dans nos stats ça. Voilà, merveilleux. Donc, si vous créez des personas, si vous utilisez des personas, essayez de ne pas leur mettre de photos, de ne pas mettre de détails et d'avoir vraiment des détails importants, des détails qui vont vous permettre de vraiment tester votre application ou votre cheminement utilisateur. Pas pour que les gens ne s'attachent pas aux détails. Parce que effectivement, c'est important d'avoir des personas hommes, femmes, jeunes, plus âgés, plus ou moins habitués à l'informatique ou pas, etc. Ça aide justement à visualiser les situations et à tester en fait en se disant ok, alors on se met dans la peau de la persona, on prend la persona, on regarde le site et on se dit bon, avec ces caractéristiques-là, comment je réagirais à l'interface. Voilà. Donc, le souci, c'est que ça crée des stéréotypes, quoi, parce qu'ils sont aussi stéréotypés que les biais de la société. Ah, c'est horrible. Bref, une très jolie citation qui dit que, alors souvent on parle, oui, il faut parler dans les moyennes, on fait une moyenne, c'est bon, la moyenne des gens, la norme, vous savez, le plus gros échantillon de gens qui font la même chose. Moi, j'ai jamais trouvé ça aussi bête que... Voilà, les average, voilà, les gens du milieu, ça veut rien dire en fait, ça veut rien dire de ce qu'on croit. La seule chose qui est normale, c'est la diversité, c'est tout le monde. C'est pas juste des extraits. Par exemple, j'ai une fille... Normalement, je suis censé en avoir 1,2, il paraît. J'ai pas trouvé les 1,2 encore. Donc voilà, les chiffres, il ne faut pas non plus partir complètement n'importe où. Hein, c'est... Qu'est-ce que... Il y a une super histoire après. Une belle histoire. YouTube. À une époque, YouTube, la page... YouTube. YouTube. C'est dur hein, pour un français. À une époque, la page de YouTube faisait 1,5 méga. Hors vidéo, juste 1,5 méga qui se chargeait avant que vous puissiez interagir avec la vidéo. Il y a un type chez YouTube qui s'est dit quand même, on fait un Doom-like en 100 kilos, enfin en 100 lignes, en 10 000 lignes de JavaScript. Je pense qu'on peut faire un truc relativement léger pour un player vidéo. Donc il s'est dit tiens, allez, je vais essayer. Il a lancé le projet Father. Ça part d'un bon sentiment quand même. C'est de l'optimisation, c'est cool. Allez, on utilise le code, performance, nickel. Donc voilà, il a réussi à faire tomber la page en dessous de 100 kilooctets. Waouh! Donc il a mis le truc en production, en A/B testing, et il s'est rendu compte que, étonnamment, le temps de chargement de cette nouvelle page vachement allégé était de 2 minutes. 2 minutes? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, il s'est rendu compte que cette page était accédée par des gens dans des pays où la connectivité est catastrophique. 2 minutes, ouais, au Népal, c'est tout à fait normal. Au fin fond de l'Afrique, c'est tout à fait normal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont passés le mot, en fait, qui se sont dit « maintenant, on peut aller sur YouTube. On met que 2 minutes à charger la page. C'est vachement bien. » Et il a calculé, en fait, il s'est dit « Attends, 1,5 méga, ok, donc les gens passaient 20 minutes à essayer d'afficher la page avant de pouvoir télécharger les vidéos. » C'est quand même chouette. C'est quand même chouette que par une erreur, non, c'est pas une erreur, c'est une occasion heureuse, voilà, l'optimisation, on ait donné accès à plus de monde. C'est quand même trop cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est chouette. C'est chouette. Parce qu'en fait, là, on parlait d'un exemple qui était positif, c'est-à-dire qu'on met un petit peu plus... Enfin, on optimise quelque chose pour avoir un résultat plus inclusif. C'est aussi ça, le design inclusif. C'est que parfois, pour la norme, ça va être un peu moins cool. Voilà. Aujourd'hui, voilà, mes slides, elles ont été faites. Le jaune et le bleu, au niveau contraste, ça passait pas du tout. J'avais un joli bleu clair, un petit jaune un peu sympa, et il n'y avait pas de contraste. Et ben, j'ai dû mettre un bleu beaucoup plus foncé. Parce que, qu'est-ce que vous voulez?
Je préfère que pour moi ce soit moins joli, que mes contrastes soient un peu plus contrastés et un peu plus moches, et encore ça se discute, et que tout le monde puisse les voir correctement. Si faire du design inclusif, ça veut dire que pour la norme, c'est un petit peu moins sympa, et ben c'est pas grave, c'est là où il faut aller. Voilà. On va finir avec une petite vidéo qui a été gentiment donnée par, je ne sais pas si vous connaissez Fanny, donc son compte Twitter c'est dame_Fanny, elle a parlé à Paris Web il n'y a pas très longtemps, et elle est professeure, elle est institutrice en langue des signes, entre autres, et elle nous a signé le mot Rouen. Je ne sais pas s'il y a du son. Il n'y a pas de son, raté. Ok, bah c'est nul. Alors, voilà, Rouen, on met la main comme ça. On met le poing serré en haut et il y a un mouvement, la main descend et le poing monte. Voilà, parce que... Pourquoi ? Parce que c'est la cathédrale, la tour et le truc. Et c'est comme ça qu'on fait le mot Rouen. Voilà. Allez voir son compte, elle signe. C'est donc le hashtag DanFanny signe. C'est super cool. Voilà. Et on finit là-dessus. C'est chouette. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on a peut-être même du temps pour les questions. Je vois qu'il y en a. Une minute. Oui. Une question ? Oui. Déjà, merci. C'était super intéressant. Avec plaisir. Donc, moi, je me passionne un petit peu pour l'UX. Merci. Donc, moi, je me passionne depuis peu pour l'UX. Je trouve que c'est vraiment un univers très, très intéressant. Et donc, j'aurais besoin de vos conseils. Là, je suis en train de travailler sur une application et moi, je dois améliorer l'application au niveau de l'UX. Donc, moi, la première personne qui m'a permis de tester, c'était une personne qui est daltonienne. Donc, ça rappelle un peu ce que vous dites. Par contre, c'est comment faire pour penser vraiment à tout le monde, en fait. Vraiment optimiser et penser et se poser les bonnes questions. Parce que justement, moi, j'ai regardé, j'ai commencé à faire des formations, etc. On nous parle beaucoup de personas. Et justement, je trouvais que c'était un peu trop ciblé. C'est bien pour vraiment se poser les bonnes questions sur les fonctionnalités, on va dire. Par contre, c'est comment faire pour s'intéresser et impliquer tout type de personnes, en fait. Alors, vous avez un peu répondu déjà, mais... comment aller au-delà des personas ? Effectivement, les personas, c'est un peu l'outil, c'est un peu cheap, on va dire. C'est un outil qui est pratique, parce que ça permet de se le garder en tête, etc. Les tests utilisateurs, où on va prendre des développeurs, on va prendre des gens du projet, et on va les mettre en face d'utilisateurs pour leur faire vraiment tester le truc. Généralement, la réaction des développeurs et des personnes qui réalisent le produit, ça va être « mais non, mais clique pas là, non !» Est-ce que vous avez déjà vu des gens aller sur Google, taper Google, cliquer sur le lien Google et ouvrir Google dans Google ? Non, ça arrive, ça marche. Ouais, en fait, les gens font ça. Donc, c'est vraiment intéressant de tester avec les gens. Après, on n'est pas obligé de faire un super laboratoire avec caméra dans un sens, caméra dans l'autre, etc. Juste, déjà, interroger les gens dans le couloir. Il y a des petites pratiques aussi, des bonnes choses. Enfin, quand on se dit, au moins quand les contrastes sont bons, au moins quand les couleurs sont vérifiées pour les personnes qui ont des perceptions différentes, au moins quand la typo est assez grosse. C'est des réflexes, il faut avoir un color contrast analyzer. C'est une petite application qu'on peut installer et sur PC, sur Mac et sur ce qu'on veut, qui permet en direct, avec une pipette, de valider le contraste des couleurs et selon quel référentiel ça marche. Il y a des référentiels qui existent. Il y a les bonnes pratiques Opquast qui s'assurent qu'au moins tous nos sites et toutes nos applications ont... Enfin, quand il y a par exemple un formulaire, on s'assure qu'il y a bien des trucs qui correspondent. Il y a pas mal de cheat sheets qu'on peut trouver sur l'UX. Il y a aussi les heuristiques. Je ne sais pas si tu as déjà consulté ça. Il y a une liste d'heuristiques, c'est-à-dire une liste de règles UX, très facile à trouver. Karine Lallemand aussi, qui propose pas mal de petites techniques, qui a fait une conférence à Blend il y a un mois. Si tu veux, on se voit après et je te note des trucs. Voilà. Oui. Non, on n'a plus de temps, on se voit après. Voilà. Le transcript sera en ligne dans quelques temps, les slides aussi, avec plein de références et plein de liens. Merci d'avoir été là. Merci.